sur TPT+. Place Journal. L'actualité à travers le monde, c'est maintenant sur TPT+. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ouvrons ce journal par le volet économique. La ville de Paris a abrité du 9 au 10 novembre 2021 le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Cette activité de haute portée économique se tient sous la houlette de l'ambassadeur du Congo en France et du ministre de la Jeunesse et des Sports de notre pays. Plus de détails avec Ilios Wabi. Le palais des congrès d'Issy-les-Moulineaux à Paris a servi de cadre ce lundi 9 novembre 2021 au lancement du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngwelendele, de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, née Adouki, ainsi que de l'ambassadeur du Congo en France, son Excellence Rodolphe Adada. Cet événement inédit va mettre en lumière, durant 2 jours, le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui peut contribuer au développement économique du Congo, puisqu'elle regorge en son sein des potentialités inestimables, comme l'ont signifié l'ambassadeur du Congo en France et le ministre des Sports. Les jeunes diplômés dont les qualifications sont recherchées sont, à n'en point douter, dans cette salle. Nous espérons que ce forum, qui fera la jonction des cadres bien formés dans les domaines recherchés avec leurs futurs employeurs, servira surtout à faire progresser les relations entre le Congo et la France. J'invite les participants à ce forum à saisir les opportunités qui sont offertes par nos partenaires au développement pour se mettre à la disposition du pays pour le bien de tous. À vous, mesdames et messieurs les membres de la diaspora congolaise en Europe. Quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame notre devise, unité, travail, progrès, qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils, jeunes diplômés, travailleurs, chercheurs, entrepreneurs et cadres de haut potentiel issus de la diaspora pour impulser son développement multisectoriel. À ce propos, Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso déclarait récemment, je cite, « Avec un peu de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. » Fin de citation. Chers invités, sous peu, vous aurez la possibilité de visiter les stands et d'échanger utilement avec les entreprises installées au Congo qui participent à ce premier forum pour l'emploi, nanti de très nombreuses opportunités d'emploi qui sont proposées à la diaspora congolaise dans un large spectre de carrières professionnelles. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, enfin, je ne saurais terminer mon propos
sans remercier au nom du gouvernement de la République du Congo les entreprises qui se sont investies pleinement pour assurer la réussite de ce projet devenu réalité aujourd'hui. Plusieurs intervenants de marque ont apporté leur pierre à l'édifice. Il s'agit entre autres de la DG de l'ACPE, du DG du FONEA, le représentant de Canal Plus Congo, le représentant de Brasco et le représentant de la Société Générale. Dans la plupart de leurs interventions, ces responsables ont loué cette noble initiative, puis ont exposé et vanté les mérites de leurs structures respectives qui contribuent de façon multiple au développement du pays par l'emploi et le paiement des taxes. L'objectif de ce rendez-vous est de mettre en relation les compétences de la diaspora et les entreprises congolaises, et l'ACPE assure la médiation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, ce qui aura pour conséquence la réduction du chômage, la régulation du marché du travail au Congo, d'où la tenue de cet événement capital. Et nous, notre mission est celle d'accompagner, de nous assurer qu'en priorité, tous les emplois créés dans le secteur privé soient des emplois occupés par des Congolais. La volonté du gouvernement a été affirmée avec une mise en place d'une législation renforcée qui spécifie avec les dispositions du contenu local que 90% des emplois dans les entreprises privées soient occupés par des Congolais et à 80% dans les postes de top management, c'est-à-dire la direction et un peu au niveau du middle management, que ce soit des Congolais. Alors cela fait appel à des compétences et des savoirs, c'est vrai bien précis, mais également des aptitudes qui sont un peu plus spécifiques selon le secteur dans lequel ces entreprises recherchent. Donc c'est la raison pour laquelle, en partenariat avec les entreprises, puisqu'il faut trouver une alternance justement à un recrutement qui bien souvent est orienté sur des compétences étrangères, nous avons les compétences congolaises un peu partout, que ce soit en Europe ou que ce soit en dehors du continent européen. Ces entreprises ont fait le pari avec nous, je pense que ça va être un pari gagnant-gagnant, de nous accompagner, de venir à votre rencontre pour pouvoir identifier les compétences qu'elles pourront recruter et assurer leur développement au Congo. Pour votre gouverne, la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, travaille en collaboration avec plusieurs partenaires sûrs qui œuvrent dans la garantie, la sécurité et la sûreté des services mis à la disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises congolaises en quête de profils particuliers. Autre chose à présent, la jeunesse congolaise en général et ponténégrine en particulier est dans une situation de précarité due au chômage. Un chômage qui n'est pas en donné d'idée car ces jeunes se débrouillent au mieux qu'ils peuvent pour sortir de cette situation inconfortable. De nos jours, l'enseignement est le domaine qui les attire le plus, sans doute en raison des formations rapides permettant aussi une insertion tout aussi rapide dans la vie professionnelle. Mélano Royal pour ce reportage. Le chômage auquel la jeunesse congolaise fait face est tel que chacun se cherche et cherche à trouver le moyen de s'en sortir dans la vie, ou du moins de survivre. Dans cette quête de survie, bon nombre de jeunes Congolais diplômés sans emploi optent pour l'enseignement par le truchement de certaines formations pédagogiques que proposent les centres de formation, l'en sous-entend agréés par l'État. À raison de 3 mois ou plus de formation pédagogique, nombreux sont ces jeunes qui enseignent aujourd'hui dans les écoles privées et certainement publiques, de la maternelle au lycée. Si certains sont d'accord avec le terme raccourci en parlant de l'enseignement par rapport aux diplômés sans emploi, d'autres pensent que l'on ne devrait pas du tout voir les choses sous cet angle, mais plutôt dans l'angle du manque d'emploi auquel ces jeunes sont confrontés. Avec la précarité de l'emploi, les diplômés sans emploi optent pour l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'ils le prennent comme étant un raccourci, c'est parce qu'en eux, il y a une certaine prédisposition qui peut faire qu'ils enseignent. Maintenant, prétendre que ça soit un raccourci, je dis non, parce que la vocation, elle peut être tardive. Au fur et à mesure qu'ils se forgent une certaine carrière dans l'État, ils acquièrent un certain nombre d'expériences. Ils acquièrent une certaine expérience et cette expérience finit par définir sur le terrain.
Donc en gros, ce n'est pas trop comme étant un raccourci. C'est en termes de précarité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Ils ont étudié, ils ont des diplômes, ils ont une certaine volonté de vouloir entreprendre quelque chose. Maintenant, s'il n'y a pas d'ouverture, là où il y a une ouverture, présentement c'est un peu dans le cadre d'enseignement. Donc, ils y vont peut-être pas par passion, mais la passion vient après, avec l'expérience. Ils acquièrent une certaine expérience, ils acquièrent une certaine notoriété et ils produisent des faits sur le terrain. Cette ruée vers le domaine de l'enseignement par les jeunes Congolais diplômés sans emploi en quête de vie meilleure montre à suffisance à quel point la jeunesse congolaise tient au travail et au développement, et ce, malgré la précarité des salaires proposés. Disons simplement que ce n'est pas le raccourci le problème, mais la capacité de transmettre le savoir. Voilà là où le bas blesse dans nos écoles privées comme publiques. Car le chat, qu'il soit noir, qu'il soit gris, pourvu qu'il attrape une souris. Durant la période scolaire de chaque année, des violences éclatent très souvent entre élèves des établissements scolaires publics, notamment les lycées de Pointe-Noire. Un banditisme qui avance crescendo en milieu scolaire et qui commence à inquiéter plus d'un Congolais. Pour votre gouvernement, à peine hier lundi, il y a eu une altercation entre élèves des lycées Poitiers-Bernard et Victor Augagneur. Milano Royal pour ce reportage interpellatif. À un peu plus d'un mois de la rentrée scolaire 2021-2022, les traditionnelles scènes de violence en milieu scolaire se font déjà remarquer, notamment entre les élèves du lycée technique Poitiers-Bernard et ceux du lycée d'enseignement général Victor Augagneur. Pas plus tard que lundi, les élèves de ces deux lycées voisins en conflit de voisinage se sont encore livrés à des violences qui ont débouché à une confrontation assez importante pour des lycéens, nous a confié une source. La délinquance en milieu scolaire est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, de même que les altercations entre particulièrement ces deux lycées voisins, condamnés pourtant à se côtoyer. Malheureusement, la collaboration entre ces deux établissements publics demeure difficile, au point que ces violences se répètent chaque année le long de l'année scolaire, et ce, depuis plus d'une décennie déjà. De surcroît, au fil des années, ces actes de violence prennent des allures encore plus agressives et fougueuses. Il ne faut pas sourciller pour dire « le pire arrivera si l'on n'y prend pas garde ». La délinquance et les violences en milieu scolaire devraient à ce jour interpeller les autorités compétentes en vue de trouver des solutions idoines à cette problématique qui risque de compromettre l'avenir du Congo, car dit le dicton, la jeunesse, c'est l'avenir. Mais comment envisager un bel avenir pour notre pays avec une jeunesse qui se laisse aller au banditisme et à des actes que l'on pourrait qualifier de criminels les uns envers les autres? Que toutes les parties prenantes de l'école comprennent s'il vous plaît l'intérêt de jouer chacun son rôle à l'effet de sauver la jeunesse de ce grand banditisme. Sinon... Depuis peu, il y a un débat qui alimente notre société. D'aucuns pensent que si ce sont les jeunes qui étaient aux affaires, le pays serait bien géré. D'autres, par contre, pensent que si ce sont les vieux, comme c'est le cas aujourd'hui, ils apporteraient leur expérience pour pacifier et développer le pays. Comme disait un philosophe de ce pays, je le cite, « La jeunesse n'est pas une qualité, la vieillesse n'est pas un défaut. » Tivongo pour ce reportage. Au milieu du commun des mortels, un débat s'est naturellement instauré, et cela dans presque chaque nation. Celui de la comparaison à plusieurs titres de la jeunesse avec la vieillesse. Ce qui ressort si souvent dans ce débat, cas du Congo, c'est que pour les vieux, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui est dépravée, oisive, n'aime pas les études, adepte du banditisme, manque d'initiative, irresponsable, ne peut pas assumer des hautes fonctions parce que certainement n'ayant pas de bagage intellectuel et professionnel requis. Bref, elle est paresseuse et par le fait même aime la vie facile. C'est là, entre autres, les pierres que la vieillesse lance à la jeunesse. C'est pourquoi certainement, dans les instances de décision, on ne trouve quasiment pas de jeunes gens, au point qu'on en fasse un argument de campagne. Nommer un jeune à une haute fonction de l'État passe pour une prouesse politique, hélas. Si bien que même les jeunes eux-mêmes trouvent cela spécial, comme si justement ils ne le méritaient pas et que c'était par pure faveur. Pour la jeunesse, la vieillesse congolaise n'est pas un modèle, si bien que le pays est justement en perte des repères. Parce que les pères tous azimuts, non seulement ne veulent pas coacher la jeunesse, mais bien plus sont devenus des promoteurs des anti-valeurs.
Et comme l'homme ne peut donner que ce qu'il a, les aînés au Congo semblent ne transmettre que les antivaleurs, principalement la démagogie, sinon la politique politicienne, l'ingéniosité dans le vol et détournement des deniers publics, la tricherie, la corruption, l'irrespect du bien public et la sorcellerie, la méchanceté, l'égoïsme, car ils meurent pour la plupart avec leur savoir-faire. La relève n'est pas à l'ordre du jour. Sinon, la relève se fait au prix de l'incubation à l'esprit démagogue avec le système de parrainage, où la majorité des nominations semble se faire par parrainage. Bref, on n'en finira pas à citer les mots qui gangrènent la vieillesse congolaise. Pourtant, elle a assumé les hautes fonctions de la République tout jeune autrefois. Voilà qu'elle entend léguer en héritage aux jeunes des mots et non des valeurs. Un héritage, disent les jeunes, empoisonné. Dans ce débat, davantage ces derniers temps, tout se passe comme si la jeunesse est une qualité et la vieillesse un défaut. Dommage. C'est Grégoire Lefaubat qui disait, je le cite, « La jeunesse n'est pas une qualité, la vieillesse n'est pas un défaut. » Fin de citation. Car autant la jeunesse a des atouts, surtout parce que, encore valide, dynamique, majoritaire au Congo, plus de 70%. Mais cela justement n'est pas une qualité qui peut garantir le développement, puisqu'on peut être valide, dynamique et même majoritaire, mais être analphabète, oisif, voleur, assassin, tricheur et j'en oublie. A contrario, la vieillesse non plus n'est pas un défaut, puisqu'on peut être vieux, mais être catalyseur, une source d'inspiration pour la jeunesse, un repère, un bosseur. Cet éditorial n'est qu'une approche de réponse à ce débat, l'on dira stérile, comparant la jeunesse à la vieillesse. Que ce débat propre aux oisifs cesse et que jeunesse et vieillesse congolaise comprennent que ce qui compte, ce n'est pas tant l'usure de l'âge ou la fécondité de l'âge, mais ce que cet âge peut faire pour développer son pays. Aux Chinois de renchérir le chat, qu'il soit noir, qu'il soit gris, pourvu qu'il attrape une souris. Fin de citation. La nature a fait de sorte que chaque arbre fruitier donne son fruit en sa saison. Il nous semble qu'au Congo, nous sommes en plein dans la saison des safous. Ainsi, notre reporter Tive Chivongo, étant de passage au village Koutou dans le Kwilu profond, a vu une forte production des safous. Seulement l'état de la route n'arrangera pas pour que nous consommions ces bons safous pendant les fêtes ici à Pointe-Noire, suivant ces notes de voyage. Ces fêtes de fin d'année-ci, c'est sûr que les passionnés des safous vont bien se régaler. Pas étonnant, c'est la saison des safous, comme vous le constatez. De passage au village Koutou dans le district de Madingokai, département du Kwilu, nous avons été attirés par la vitalité que renvoyaient ces safoutiers. C'est vrai que c'est sa saison. Ici, presque chaque parcelle a un safoutier. Et à une telle période, c'est le sourire pour les familles qui avaient intériorisé l'importance d'un arbre, sinon surtout fruitier. Au moment là nous sommes là, je suis déjà très content parce que dès que je fais la récolte là, si je vais changer les tôles de cette maison, parce que à tout moment je change les tôles à l'aide de ça. C'est la saison de safou. Ça part de novembre jusqu'en février, on va voir en mars. Maximum, ceux qui vont vendre en décembre là, c'est autour de 25 000. Après au moins 15 000. 18 000, au maximum 9 000, le dernier prix. Regarde comment il produit d'abord. Donc je suis très content de le protéger et de le garder. Il faut que ça puisse bien mûrir avant que je fasse la récolte. La plupart de ces safoutiers du village Koutou donnent, sinon produisent des bons safous. Appelés au Gabon, les Atonga. Au sud du Cameroun, les pruniers. Mais quelle route pour les acheminer à Pointe-Noire? On se bat toujours comme ça. Même si la route est critique, mais on se bat toujours pour arriver à Pointe-Noire. Enfin, il faut charger ça à temps pour que tu puisses arriver même au lieu que ça puisse pourrir. Parce que si ça doit encore en route, c'est pas bon. La route de Ntanyombi jusqu'à Koutou, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dans ce de pluie là. On n'arrive plus. Donc, parfois, quand il pleut, il n'y a même pas un véhicule qui circule. Nous voulons même que le gouvernement puisse faire le nécessaire de nous faire la route, comme il nous avait promis. Si vous salivez déjà à la vue de ces Atonga, oui, ce reportage est fait pour ça. Seulement, priez que le président de la République, qui avait, pendant sa campagne électorale, fait remarquer que nous importions même les safous du Cameroun, construise cette route qui va être fortement endommagée par les pluies pour que ces délicieux safous vous parviennent à Pointe-Noire.
Rendons-nous hors de nos frontières. Le général John Déré, un des principaux chefs de l'armée du Burkina Faso, lors du putsch de 1987, est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subordination de témoins. Africa News pour ce reportage. Mardi, le procès du meurtre de Thomas Sankara a reçu l'un des principaux accusés, le général Gilbert Diendéré. L'homme de 61 ans est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de complicité de meurtre, de dissimulation de corps et de subornation de témoins. Il a plaidé non coupable. Pour la défense, le général Diendéré aurait joué un rôle clé dans l'assassinat du leader révolutionnaire. Nous pensons qu'il a joué il n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais il a été le superviseur direct de toutes ces opérations. Parce que les hommes qui ont agi étaient sous son commandement. Le lieu où l'intervention a eu lieu, c'était sous sa garde, sous sa responsabilité. Ensuite, après les événements plus importants, et ça il faut le noter, c'est que pour conforter le régime en place, mais c'est lui qui a pris toutes les dispositions nécessaires, notamment en renforçant les points de sécurité au niveau de Ouaga, alors qu'il n'était pas ni le premier responsable de la région militaire, ni le commandant en chef. Gilbert Diendéré a déclaré qu'il était sur un terrain de sport avant d'avoir entendu des coups de feu. Après le coup d'État, il est devenu le bras droit de Blaise Compaoré, qui a gouverné le pays pendant 27 ans. Finalement, on se rend compte que le rôle du général Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara est négatif. Et il a expliqué depuis ce matin qu'il n'a jamais fait partie du commando et de toute façon, ceux qui ont tiré sont nommément identifiés. Il a expliqué, même en sa qualité d'adjoint du Sénèque, il a expliqué son rôle et son rôle a été totalement négatif. Blaise Compaoré, actuellement exilé en Côte d'Ivoire, sera jugé par contumace où il devra répondre des mêmes chefs d'accusation que le général Diendéré. Après l'incendie qui a donné la mort à au moins 26 écoliers à Maradi au Niger le lundi 8 novembre, hier mardi, les corps de plus de 20 enfants ont été enterrés. Plus de détails avec Africa News. Après l'incendie qui a donné la mort à au moins 26 écoliers à Maradi au Niger lundi, ce mardi, les corps de plus de 20 enfants ont été enterrés. Couverts du drapeau du Niger, les victimes ont été emmenées dans un cimetière pour être inhumées après une cérémonie dans une mosquée à laquelle assistaient des proches et quelques autorités. 3 salles de classe faites de paille ont été consumées par le feu lundi dans une école maternelle et primaire. Les victimes avaient entre 3 et 8 ans, tandis que des dizaines d'autres ont été gravement blessées. Au Niger, c'est pas moins de 36 000 huttes de paille qui sont utilisées comme salles de classe temporaires dans les écoles surpeuplées. Un incendie semblable à celui-ci avait donné la mort à une vingtaine d'écoliers en avril dernier. Le drame a provoqué la colère des parents et des enseignants. Lundi, un conseil des ministres a décidé l'interdiction des classes en paille pour les enfants du préscolaire. La France a restitué solennellement hier mardi 9 novembre au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillées au 19e siècle par les troupes coloniales, un moment historique de fierté nationale pour les autorités béninoises. France 24. Applaudissements et grands sourires à l'Élysée. La France et le Bénin viennent de signer un document historique. Un acte de transfert de propriété. Paris rend donc officiellement à Cotonou 26 trésors royaux d'Abomey, des œuvres pillées il y a 130 ans par les troupes coloniales françaises. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Pour ces œuvres, mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France. Un partenariat entre égaux. Si le Bénin parle d'un moment historique de fierté nationale, il espère également que cette restitution n'est qu'un premier pas, car à ce jour, les musées français comptent toujours des dizaines d'œuvres béninoises dans leur collection. Est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Si, Monsieur le Président. Des statues, mi-homme, mi-animal, un trône ou encore les portes du palais d'Abomey. La semaine dernière, l'une de nos équipes a pu assister au démontage des œuvres au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Pour la majorité des pièces,
L'opération a nécessité précaution et précision. 26 biens culturels, tous attendus ce mercredi sur le sol béninois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine des diasporas. Au revoir.